Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Sarah et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin ou cet après-midi, évidemment, selon votre fuseau horaire, pour la présentation des résultats du premier exercice de mesure sur les achats publics durables. C'est d'ailleurs au nom de la direction de l'ECPAR qui, malheureusement, a dû se désister à la suite d'un enjeu de dernière minute que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'ECPAR, en fait, l'ECPAR est une organisation à but non lucratif qui est située au Québec et dont la mission est de contribuer à la création de valeur dans les chaînes d'approvisionnement des organisations par l'achat responsable. Plus précisément, c'est un réseau d'organisations multisectorielles qui regroupe à la fois des organisations privées, municipales et publiques qui ont tous le désir commun de collaborer et de faire progresser l'approvisionnement responsable via leurs pratiques. Enfin, l'ECPAR s'implique également sur la scène internationale en siégeant notamment comme membre du comité aviseur du programme sur les achats publics durables du One Planet Network. Avant de poursuivre avec la présentation des résultats, j'aimerais remercier chaleureusement M. Farid Yakar, administrateur du Programme des Nations unies pour l'environnement, d'avoir accepté de participer à cette version francophone de la présentation des résultats de l'indicateur 12.7.1. Titulaire d'une maîtrise en économie agricole de l'Université de Californie et d'un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval, M. Yakar dirige les travaux du programme sur les marchés publics durables depuis maintenant 2008. Il compte à son actif également la direction de plusieurs publications du programme, dont le Global Review of Sustainable Public Procurement et les lignes directrices sur l'achat public durable. Enfin, on peut également noter son implication dans les grandes ONG internationales et sa participation au sommet de Rio en 1992. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité et vous invite, si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, à les inscrire dans la section soit de clavardage ou de les poser à la fin de la présentation. Sur ce, je vous souhaite une excellente présentation. Merci beaucoup, Sarah. Vous m'entendez? Oui, c'est super. Très bien. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir présenté. Je voudrais à mon tour présenter ma collègue Sophie Louéreau, qui va m'accompagner dans on va vous faire dans la découverte pour l'audience d'aujourd'hui des résultats du premier exercice de collecte de données de l'indicateur 12.7.1 de la cible 12.7 des objectifs du développement durable qui se rattache à les achats publics durables. Merci beaucoup à l'ECPAR pour avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Il est vrai que nous avons déjà organisé une restitution de ce travail en anglais et on est toujours heureux de pouvoir toucher un plus large public, notamment francophone et bientôt hispanophone, grâce également à des collègues en Amérique latine. Donc, ce travail est l'aboutissement, comme nous présenterons tout à l'heure, d'efforts que nous menons depuis maintenant une dizaine d'années pour inscrire les achats publics durables dans l'agenda du développement 2030 des Nations Unies. Et donc, le premier succès, ça a été justement la création de cette cible et son intégration dans l'objectif 12 des objectifs de développement durable. Et on a eu jusqu'à présent réellement beaucoup de contributions, beaucoup d'intérêts qui ont fait en sorte que nous avons réussi à développer une approche, une méthodologie et que, comme on vous le montrera, ce premier exercice de collecte de données est, de notre point de vue, un succès parce qu'il y a eu une participation importante de pays et que on espère, à la fin de cette année, pouvoir amplifier le mouvement avec une deuxième exercice de collecte de données. On est également très satisfait de voir que l'index, la méthodologie qu'on a développée est en train de prendre un petit peu dans le monde, puisque pas mal d'organismes, on avait une réunion hier avec la GIZ en Asie, s'en inspirent pour appuyer les pays, pour faire le suivi de la performance des pays en matière d'achat public durable. Voilà, donc sans plus tarder, je pense qu'on va aller au vif du sujet. Je vous remercie encore une fois et tous ceux qui sont là, malgré
le contexte difficile hein, que nous vivons avec la situation en Ukraine. Je sais qu'on n'a pas notre esprit complètement dans ce sujet-là et qu'on est également tous préoccupés par ce qui se passe dans ce pays. En tout cas, c'est notre cas et c'est le cas, je crois, de Sarah avec qui nous avons discuté. Mais voilà, on doit avancer sur tous les fronts. À toi, Sophie. Merci Farid. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Donc, nous verrons tout d'abord, dans un premier temps, le processus qui a mené à l'élaboration de la méthodologie de mesure de l'indicateur 12.7.1 et au premier exercice de reporting. Et dans un second temps, mon collègue Farid vous présentera les résultats de la collecte de données qui a été effectuée entre octobre 2020 et février 2021. Donc, comme vous le savez, l'objectif de développement durable numéro 12 vise à établir des modes de production et de consommation durables ou responsables. La cible 12.7 vise plus particulièrement à promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics conformément aux politiques et priorités nationales. Cette cible est mesurée au travers de l'indicateur 12.7.1 qui vise à évaluer le nombre de pays mettant en œuvre des politiques et des plans d'action en matière de marché public durable. C'est dans ce cadre que le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a reçu la responsabilité d'élaborer la méthodologie de mesure de l'indicateur et de procéder à la collecte de données qui lui est relative. À partir de 2018 et en 2019, donc la méthodologie a été développée, élaborée par un groupe d'experts mené par le PNUE, sachant que cette élaboration a reçu la participation de 52 experts. À partir de 2019, la méthodologie développée a été testée et en février 2020, l'indicateur et la méthodologie ont été reclassés en catégorie 2 par le groupe d'experts Interagence des Nations Unies, ce qui signifie que l'indicateur était maintenant conceptuellement clair, qu'il disposait d'une méthodologie et de normes établies au niveau international, mais que les données ne sont malheureusement pas encore régulièrement produites par les pays. En septembre et octobre 2020, afin d'appuyer cette méthodologie, nous avons développé un calculateur Excel qui constitue en fait le questionnaire à remplir par les administrations afin de fournir un rapport sur cet indicateur. Et suite à des tests de ce calculateur, à partir d'octobre 2020, le premier exercice de reporting a pu être lancé. Donc, comment s'est déroulée cette première collecte de données? Nous avons tout d'abord pris contact avec des représentants de plus de 70 pays et à la suite de cela, plus de 50 points focaux ont été nommés afin de fournir un rapport sur l'indicateur 12.7.1. Le calculateur Excel ainsi que des instructions correspondantes ont été envoyées à ces points focaux. Ceux-ci ont coordonné de leur côté au sein de leur administration afin de collecter les données nécessaires et nous ont transmis des rapports en décembre 2020 et janvier 2021. Nous avons par la suite échangé avec chaque administration afin d'obtenir des éclaircissements, notamment dans le cas où des documents n'avaient pas été fournis en appui au rapport, puisque il est important de souligner que toutes les déclarations effectuées au travers des rapports doivent être étayées par des documents transmis au PNU. Donc, la méthodologie élaborée vise à mesurer la mise en œuvre des achats publics durables par une administration et se concentre sur des aspects politiques et pratiques de cette mise en œuvre au travers de 3 aspects principaux et de 6 sous-indicateurs allant de A à F. Donc, la première question à laquelle la première question étudiée est quelles sont les mesures prises au niveau politique et juridique afin d'appuyer cette mise en œuvre. Tout d'abord au travers du sous-indicateur A, qui évalue s'il existe une politique, un plan d'action ou des exigences réglementaires équivalentes
en matière d'achat public durable, puis au travers d'un sous-indicateur B qui étudie, qui évalue si le cadre juridique est favorable à la passation de marchés publics durables. Puis, dans un second temps, au travers des indicateurs C et D, on cherche à savoir si un soutien est apporté aux acheteurs en matière de mise en œuvre des achats publics durables, par exemple au travers de l'élaboration de guides et de recommandations, ou bien au travers du partage d'études de cas et de bonnes pratiques. Au travers du sous-indicateur D, on cherche à savoir si des critères d'achat écologique ou socialement responsables ont été définis et élaborés, ou bien si une analyse des risques et des impacts a été conduite avant la définition des catégories de produits qui sont ciblés par les achats durables. Enfin, dans un troisième temps, nous nous penchons sur le suivi ou le monitoring qui peut être effectué afin de mesurer la progression et la mise en œuvre de la politique d'achat public durable au travers des sous-indicateurs E et F, donc sous-indicateur E qui regarde plus précisément ce qui a été effectué en termes de monitoring, puis au travers du sous-indicateur F où on demandait de fournir le pourcentage effectif de marché public durable. Pour chaque sous-indicateur, une note maximale de 1 point pouvait être attribuée, sachant que le sous-indicateur A, qui correspond à l'existence d'un plan d'action, d'une politique ou de dispositions réglementaires équivalentes en matière d'achat public durable, jouait un rôle particulièrement prépondérant dans le calcul du score final du fait de l'intitulé même de l'indicateur 12.7.1 qui cherche à évaluer le nombre de pays mettant en œuvre ce type de politique. Donc, comme vous pouvez le voir, le score final était calculé en multipliant la note obtenue pour le sous-indicateur A par la somme de la note obtenue pour tous les autres indicateurs. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le lien indiqué à l'écran où vous trouverez la méthodologie complète et les métadonnées en anglais. Donc, sur la base des scores finaux attribués pour chaque rapport transmis, une catégorie était attribuée. Donc, par exemple, pour une note comprise entre 1 et 2, la catégorie 1, qui correspond à un faible niveau de mise en œuvre, était attribuée. Puis, pour une note comprise entre 2 et 3, la catégorie 2, qui correspond à un niveau moyen faible de mise en œuvre. Puis, pour une note comprise entre 3 et 4, la catégorie 3 correspondant à un niveau moyen élevé de mise en œuvre. Sachant qu'une catégorie 4 a été également définie, mais que malheureusement aucun des rapports transmis pour ce premier exercice par les administrations nationales ou fédérales n'a encore atteint ce niveau. Par ailleurs, il est important de noter qu'une partie des rapports qui nous ont été transmis n'ont malheureusement pas pu être comptabilisés dans la mesure finale de l'indicateur, puisque ces rapports comprenaient soit une quantité insuffisante d'informations ou que celles-ci n'ont pas été étayées par des documents pertinents, ou bien soit parce qu'aucune politique ou aucun instrument juridique soutenant explicitement les achats publics durables n'a pu être identifié. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Farid qui va vous présenter plus en détail les résultats issus de cette première collecte de données. Merci Sophie. Je peux aussi partager mon écran. Voilà, donc en termes de résultats, déjà en termes de qui a déclaré, on s'aperçoit qu'il y a une répartition à peu près égale entre les secteurs de l'environnement et le secteur de la finance.
ministère de l'économie, ministère du plan, ministère des finances. Donc ça, c'est le premier résultat. Ensuite, au niveau de la performance globale, des scores dont a parlé Sophie. Donc pour les 33 pays pour lesquels on a considéré les scores. Sophie, est-ce que tu as montré les résultats pays? Je pense qu'on a... Non, je n'ai pas montré les résultats pays. Je vais commencer là, plutôt. Donc, je suis plutôt là. Moi, je pars d'ici. Hein. Voilà. Donc, on est parti d'ici. Donc, résultat de la collecte. Premièrement, donc, en nombre de rapports. On a eu donc, 40 rapports qui ont été soumis par les administrations centrales. Et il faut comprendre que c'est 40 pays uniquement, mais ça représente 72% du PIB mondial. Donc, on a une très grosse partie, donc, ce qu'on appelle le PIB global, qui est représenté dans les rapports qui ont été fournis. Disons qui représentent des pays donc, qui ont un PIB important. En termes de continents et de représentation, donc les 40 pays se distribuent de la manière suivante. Vous voyez qu'il y a une grosse majorité de pays européens. Ensuite, on a 8 pays en Amérique latine et aux Caraïbes. On a un petit nombre de pays en Afrique et en Asie occidentale. Et on a, donc le reste étant entre l'Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, on a les 2 principaux pays de l'Amérique du Nord qui ont fourni des rapports. En termes de francophonie, vous voyez qu'on a en Afrique 3 pays francophones qui ont remis des rapports. Le Canada, et puis en Europe, on a donc la Belgique, on a la France, bien sûr, et je pense que la Suisse, Sophie, n'avait pas fourni de rapport, hein, si je me rappelle bien. Donc, voilà non, effectivement. Ça se présente. En termes de résultats, là, vous avez une distribution par région, mais également par résultat, par performance. Alors, on peut commencer par l'Europe, qui est la plus représentée. Et là, on voit qu'il également, l'Europe est celle qui a les meilleurs résultats en termes de performance APD. Donc, on voit que la catégorie 3 est la plus représentée en Europe, avec la Belgique, la Bulgarie, la France, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas et le Portugal. Et on a également donc, du niveau 2, très bien représenté avec la Croatie, le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Slovénie et la Suède. Puis vous avez aussi du niveau 1, donc tout ce qui est de 1 à 3, on considère que c'est conforme, qu'ils ont passé donc, le cap de conformité. Et là, on a Chypre, la République tchèque, la Finlande et l'Irlande. Il n'y a que 2 pays, l'Autriche et Malte, qui ne passent pas le seuil de conformité. Alors, en Amérique latine, on a plutôt du niveau 2, avec le Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, mais il y a également 3 pays qui sont en niveau 1. Donc, en total, on a quand même 6 pays qui sont conformes. Et en Asie-Pacifique, un grand nombre de pays conformes, mis à part donc l'Indonésie. Et la faiblesse vient vraiment de l'Afrique et de l'Asie occidentale, où là, on a juste la Côte d'Ivoire qui passe au niveau 1, mais 2 autres pays, les Maurice et la Tunisie, qui ne passent pas, et un grand nombre de pays qui n'ont même pas soumis de rapport. Au niveau de l'Amérique du Nord, les USA sont en niveau 3, et le Canada est en niveau 1, Sophie, ou 2 niveau 1 plutôt. En niveau 1. C'est ça. Hein. On avait, je crois, au niveau du Canada, tu peux le dire parce qu'il y a pas mal de représentants du Canada. Peut-être tu peux faire un point spécial sur le Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y avait les preuves n'ont pas été fournies, c'est ça? Oui, c'est ça. Le rapport manquait de preuves, donc malheureusement, nous n'avons pas pu prendre en compte toutes les réponses. Et je pense que c'est un point qu'il est important de souligner de manière générale, c'est que dans le cadre de ce premier exercice, pour certaines réponses qui ont été apportées, les administrations n'ont pas toujours fourni des documents pertinents et de ce fait, nous n'avons pas pu valider une partie des réponses. Donc, c'est pour cela qu'on voit certains pays qui apparaissent en grisé donc, et qui n'ont pas été pris en compte, été comptabilisés dans la mesure finale de l'indicateur. Voilà, on pense
qu'une des forces de ce travail, c'est réellement de s'assurer que chaque fois qu'il y a donc, une information qui est fournie, il faut qu'il y ait des preuves qui soient apportées à travers, par exemple, un lien Internet vers un document ou donc des documents qui sont directement envoyés qui prouvent que l'action a réellement lieu et qui peuvent donc permettre d'avoir le score maximum ou un score partiel sur une activité, sur un sous-indicateur. Pardon. Donc, ça nous donne le résultat suivant. On a sur les 40 pays, 7 pays qui n'ont pas fourni suffisamment d'informations ou qui ne sont pas assez performants. Et puis, on a ensuite une distribution entre 10 pays au premier niveau, 11 au niveau intermédiaire et 9 au niveau moyen supérieur, avec 0 pays au niveau supérieur. Alors, je reviens alors à qui a déclaré ça. Je vous avais dit que ça s'est divisé entre le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement. Au niveau du score global, on voit que l'Europe est en tête, ce qui n'est pas une surprise compte tenu un peu de la réglementation pro-achat durable qu'on a en Europe et des pratiques également. Mais on a donc disons l'Asie et l'Amérique du Nord suivent de très près. On a également une bonne représentation, un bon début, je dirais, d'Amérique latine, des pays en développement, et là, c'est l'Amérique latine qui est en tête au sein des pays émergents et en développement. On n'a pas intégré l'Afrique et l'Asie occidentale parce qu'avec un seul pays, on n'avait pas de données significatives. On ne pouvait pas se permettre d'intégrer un seul pays pour représenter tout un continent. Au niveau des scores par sous-indicateur, alors, comme vous a dit Sophie, l'indicateur A, c'est soit 1, soit 0. Donc là, on est à 1 parce qu'on est en train de parler des pays qui ont réellement des plans d'action ou des réglementations pro-achat public durable. Donc c'est 1. Ensuite, on voit qu'il y a disons qu'il y a une courbe descendante de B à F, c'est-à-dire que les pays d'abord mettent en place des réglementations. Donc là, on est à 0,81. Au niveau, ensuite, il y a un support qui est correct aux achats publics durables. Et puis, on baisse quand il s'agit de développer des critères, développer des lignes directrices et même le suivi et évaluation. Et là où vraiment on est à un très, très bas niveau, c'est de pouvoir mesurer le pourcentage d'achats verts ou d'achats durables au sein des gouvernements. Très peu de gouvernements sont capables d'indiquer quel est le pourcentage de leurs achats qui sont verts ou qui sont durables. On a également, grâce à ce travail-là, un peu évalué les types d'instruments qui appuient la mise en œuvre des APD. On a défini 4 familles. La première famille, donc, c'est les politiques. C'est 55% du total, et ça, c'est les tons de vert. Ensuite, vous avez les actes législatifs ou les lois, c'est 21% du total, et là, vous avez ça en rose, pardon, en bleu. Et puis, tout ce qui est les documents émis par la fonction exécutive, donc par exemple, décrets exécutifs aux États-Unis, qui sont représentés en ton de rose. Et puis, on a une petite portion en jaune qui sont les circulaires émises par les ministères. Et là, ça concerne uniquement 2 pays. En termes du sous-indicateur B, c'est-à-dire pour tout ce qui est de réglementation, on s'aperçoit que l'Europe est en tête, comme je le disais, grâce à sa législation qui est très favorable aux APD, mais elle est suivie de près par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. En termes de savoir de l'obligation d'acheter certains produits et services, on s'aperçoit que l'Amérique du Nord est en tête parce qu'un grand nombre de produits sont donc à achat obligatoire par les administrations, par les autorités contractantes, et c'est un peu moins le cas dans les autres continents. En termes d'appui pratique à apporter aux acheteurs, on s'aperçoit que l'Europe, là aussi, est en tête, et l'Amérique latine est le pays qui apporte le continent qui apporte le moins de soutien à ces acheteurs, ou du moins les pays représentant l'Amérique latine. Et là, ça se traduit par donc, la mise à disposition, le développement comme je disais, de lignes directrices, de ressources pour les acheteurs.
de guides, etc. C'est la mise à disposition d'informations, c'est la formation, c'est le développement de best practice, donc de meilleures pratiques, et la mise en place donc, de ce qu'on appelle les help desks, c'est-à-dire donc des bureaux d'appui direct. Et là, on s'aperçoit que si on a plus ou moins d'appui qui est fourni en termes de fourniture de ressources, la situation est également pas trop mauvaise en termes de formation. Par contre, là où les pays vont devoir produire un effort, c'est en termes de développer des meilleures pratiques ou des études de cas, et surtout mettre à disposition donc, des acheteurs un appui direct à travers ces centres d'appui qui doivent être donc une priorité dans les années à venir pour appuyer directement donc, les acheteurs dans la pratique des APD. Pour ce qui est de l'indicateur, du sous-indicateur D, qui concerne donc le développement de critères et donc de lignes directrices pour des produits prioritaires, on s'aperçoit que là aussi, la note est assez faible, on est à 0,40, avec, disons, l'Amérique latine, l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont à peu près sur la même ligne, et donc l'Amérique latine, pardon, l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont à peu près autour de 40, 0,40, et un travail à fournir pour les pays d'Amérique latine. En termes de nombre de catégories qui sont priorisées, là aussi ça confirme, puisque en Asie on est à peu près à 12,4 produits qui sont priorisés pour lesquels on développe des critères ou des lignes directrices d'APD, à peu près similaires en Europe, en Amérique du Nord, et là c'est en Amérique latine où il y a le moins de priorisation et de développement de ce type d'outils. En termes de produits justement qui sont priorisés, c'est vraiment les produits qu'on a identifiés dans nos études, nos panoramas globaux qu'on effectue tous les 4 ans. Il y a une confirmation. On commence d'abord par les produits les plus simples, hein, comme le papier, le mobilier, l'électronique, la bureautique, les produits d'entretien. Mais on voit que certaines catégories plus complexes, comme les matériaux de construction, comme la construction de routes, etc., commencent à prendre leur place dans l'éventail des produits qui sont priorisés. Mais on est encore à favoriser, je dirais, les catégories, les familles d'achat qui sont plus simples dans un premier temps. Ensuite, par rapport aux préoccupations sociales, il a été intéressant de voir que la protection contre les abus et tout ce qui est droits de l'homme était en tête, donc des préoccupations et des critères sociaux. Bien sûr, la promotion des PME, le travail décent et la mise à la conformité avec les normes du Bureau international du travail, mais également des questions de gouvernance comme la lutte contre la corruption, la transparence, etc., qui sont également notées à un niveau élevé par les 33 pays qui ont fourni donc, des rapports. Si on passe maintenant à donc, une comparaison par région, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'Asie, qui est là en rouge, n'indique pas de priorisation pour, par exemple, le commerce équitable, pour la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou promouvoir l'éducation pour tous à travers les achats publics, ni pour la promotion d'opportunités sociales, d'économie sociale pour les entreprises. Par contre, dans tout ce qui est l'égalité de genre, la promotion de groupes à risque et les autres critères que vous voyez à l'écran, l'Asie est présente, même si en termes de protection contre les abus de droits de l'homme, la performance est moindre que pour les autres régions. A contrario, vous voyez que l'Amérique latine vraiment met
un accent particulier sur tout ce qui est promotion des PME, ce qui est compréhensible compte tenu du type d'économie avec une large proportion de PME dans leurs économies, mais également donc, sur la promotion des droits de l'homme. Et on voit que le score est également bon sur la promotion de la RSE en Amérique latine. En termes de sous-indicateur E, donc, qui est lié à le monitoring, c'est-à-dire le suivi et évaluation des achats, on s'aperçoit également là que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie sont les continents dans lesquels on fait le meilleur suivi et évaluation, suivi par l'Amérique latine qui doit améliorer sa performance dans ce domaine. Et ensuite, en termes d'objectifs ciblés, l'Amérique du Nord fait le mieux, à la meilleure performance, c'est-à-dire que c'est au Canada et aux États-Unis qu'on définit donc des objectifs ciblés pour les APD, avec une moindre obligation de suivi de ces objectifs, c'est-à-dire qu'on a une bonne définition, mais on ne s'assure pas toujours qu'ils sont suivis. Vous voyez, c'est la deuxième barre qui est en couleur un peu moins prononcée. Et en termes de calcul, donc pourcentage de pays qui effectuent du monitoring du montant et du volume des achats publics, là aussi, on s'aperçoit que on a l'Asie qui est en tête, ce qui n'est pas étonnant compte tenu donc de l'existence de systèmes de e-procurement, d'achat électronique, de systèmes d'information pour les achats qui sont très développés en Asie, de centralisation aussi des achats, qui fait qu'il y a une capacité à pouvoir calculer le montant et le volume des achats durables dans les pays d'Asie qui ont participé, un peu moins en Europe, encore moins en Amérique du Nord, parce que je pense qu'il y a une décentralisation qui rend ça plus difficile, et encore moins en Amérique latine. Pour ce qui est des pays qui ont indiqué, donc ça c'est pour le sous-indicateur F, pour lequel je vous avais dit qu'il y avait réellement une grande difficulté à donner des données chiffrées sur le pourcentage d'achat durable. On a seulement 27% des répondants qui ont été en mesure de fournir des données. On s'aperçoit que pour ces pays-là, les achats durables représentent seulement 8% de l'ensemble des achats publics. Quand on dit 8%, c'est pour les catégories qui ont été priorisées. Ensuite, on s'aperçoit que le pourcentage est le plus élevé en Asie-Pacifique, 60%, d'abord à cause de l'existence de plateformes d'achat en ligne, et également parce que ces pays ont une connexion directe, ont une correspondance directe avec les écolabels. Donc, ils sont beaucoup mieux à même de définir ce qu'est un achat vert, et donc, en l'occurrence, c'est des achats verts en Asie, et donc de pouvoir les calculer. On voit ensuite que l'Europe est en deuxième position et l'Amérique latine en troisième. Et là, on s'aperçoit que l'Amérique du Nord n'a pas pu nous donner de données, probablement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la très grande décentralisation des achats. Il n'y a pas de consolidation des données en Amérique du Nord sur la proportion d'achats verts dans les administrations. Voilà, je redonne la parole à Sophie et ne vous inquiétez pas si vous avez des questions, et on reprendra également les questions qui sont dans le chat tout à l'heure. À toi, Sophie. Merci Farid. Donc nous allons maintenant passer à la dernière partie qui concerne plus particulièrement le bilan et les leçons que l'on peut tirer de cette première collecte de données. Donc tout d'abord, la soumission des rapports et la nomination des points focaux ont mis en évidence le rôle des différentes entités dans la mise en œuvre des achats publics durables, et en particulier à souligner l'entité responsable de cette mise en œuvre pratique et du suivi de la politique. Dans 45% des cas, il s'agissait
de l'agence en charge des achats publics ou d'une autre organisation dépendante du ministère des Finances, et à hauteur de 40% du ministère de l'Environnement ou de l'Agence de l'Environnement. L'élaboration et la mise à disposition des outils de reporting en 3 langues, à savoir en français, en anglais et en espagnol, ainsi que l'organisation de webinaires ont été utiles afin de favoriser la participation d'administrations issues de diverses zones géographiques. Cependant, la période choisie pour le reporting, qui était de octobre à février, constitue une période assez chargée pour les administrations, ce qui fait que ce qui a laissé un temps assez limité pour les administrations afin de collecter toutes les données et soumettre leurs réponses. La collecte des données en elle-même et l'analyse qui a suivi a également nécessité davantage de temps que prévu, puisque nous avons également échangé avec les administrations qui avaient fourni des rapports pour obtenir des éclaircissements. Et donc, encore une fois, l'analyse qui a suivi a également demandé beaucoup de ressources et de temps. Maintenant, ce qui concerne la pertinence du système d'évaluation défini. On peut voir, cette méthodologie fut conçue à l'origine pour tenir compte de la mise en œuvre des achats publics durables à 3 niveaux administratifs différents via le calcul d'un indice composite. Cependant, la valeur principale qui était nécessaire pour calculer le score au niveau du pays, qui était le montant total des achats publics durables, n'était pas disponible pour un grand nombre de pays. De ce fait, seul le degré de mise en œuvre par les administrations fédérales ou nationales a pu être pris en compte dans la mesure finale de l'indicateur 12.7.1. Le large éventail d'aspects couverts dans le cadre de l'évaluation permet cependant de donner un bon aperçu de la portée et du degré de mise en œuvre des achats publics durables au niveau de l'administration fédérale et nationale. Quelques aspects de ce système d'évaluation devront toutefois être affinés, par exemple en termes de l'évaluation de la portée des politiques d'achat socialement responsables, puisque celles-ci sont promues au travers de différents outils qui peuvent être par exemple la législation ou bien au travers de quotas de marchés réservés à certains types d'entreprises, ou bien au travers d'exigences formulées vis-à-vis des fournisseurs, ou bien au travers de l'élaboration de guides ou de recommandations pour des achats socialement responsables. En termes d'autres conclusions que l'on peut formuler, les achats publics durables semblent malheureusement pour l'instant reposer encore beaucoup sur la base du volontariat et ne sont imposés que pour un nombre restreint de catégories de produits et services. Et bien qu'il existe des portails très complets mis au service des acheteurs par les services des achats de l'État ou les ministères de l'Environnement, le nombre d'études de cas et de bonnes pratiques disséminées reste faible. Et un service d'assistance ou helpdesk dédié aux achats publics durables n'est proposé que par quelques administrations afin d'aider et de guider les acheteurs dans la mise en œuvre quotidienne des achats durables. Par ailleurs, les formations délivrées en présentiel ont tendance à être remplacées du fait de la pandémie de Covid-19 par des modules de formation en ligne ou d'auto-formation, ce qui a pour avantage cependant de toucher un plus large public et de pouvoir être visionné à n'importe quel moment. En ce qui concerne donc des conclusions relatives à la mise en œuvre des achats publics durables à un niveau mondial, on constate que, alors qu'une part relativement importante des répondants avait indiqué effectuer un monitoring des marchés ayant intégré des exigences en matière de durabilité
ou qui ont indiqué effectuer un suivi de la mise en œuvre de leur politique d'achat public durable, seuls quelques-uns ont fourni la part effective représentée par l'approvisionnement durable. Et étant donné que cette mesure est effectuée différemment d'un pays à l'autre, il serait utile de produire des recommandations visant à harmoniser les pratiques en la matière afin de favoriser l'adoption d'indicateurs qui soient similaires d'un pays à l'autre. Quelques administrations prennent par ailleurs également des mesures, comme Farid l'a mentionné, en faveur de l'évaluation d'objectifs plus généraux en matière de durabilité, que l'on appelle Sustainability Outcomes en anglais, et qui permettent, donc là il s'agit par exemple de la mesure de la création d'emplois verts ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette évaluation permet de souligner la contribution des achats publics durables, par exemple à l'atteinte des ODD, ou bien des contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations suite à notre présentation, nous vous invitons à consulter le rapport détaillé qui a été écrit en anglais sur les conclusions de cette collecte et qui est disponible au téléchargement à l'adresse indiquée à l'écran. Et nous souhaitons également vous informer que le prochain exercice de reporting pour cet indicateur aura lieu à l'automne 2022 et que les points focaux seront contactés en juin 2022 en prévision de la collecte de données. Et pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, à savoir unep-spp@un.org.